l'institution arbitrale d'intervenir en tant que de besoin pour éviter tout blocage, par exemple s'agissant de la constitution du tribunal arbitral, si une partie fait défaut ou refuse de procéder à la nomination d'un arbitre. D'autant que le recours au juge d'appui s'est avéré compromis, voire tout simplement impossible pendant, par exemple, la période de confinement. Deuxième période, le calendrier et le dépôt des écritures, l'administration de la preuve. Si les procédures arbitrales se sont en général poursuivies, il y a souvent eu des ajustements de calendrier et d'échéance qui se sont avérés nécessaires. En général, il n'y a pas eu de suspension des procédures, sauf accord des parties, ce qui était en pratique assez rare. Souvent, c'est le défendeur, la partie défenderesse, qui a demandé les extensions des délais, mais pas uniquement. Il y a des exemples où la partie demanderesse l'a fait, un certain nombre d'ailleurs. Ce qui est amusant et que certains ont noté, c'est parfois le double discours quand certains cabinets se sont targués du business as usual lié au télétravail et l'ont fait savoir dans les publications. Et par ailleurs, on par la suite, et dans le cadre de procédures, demandé des extensions parfois significatives. Donc là, il peut y avoir, je dirais, un problème de cohérence et de crédibilité. En réalité, il faut apprécier la situation au cas par cas. Le principe d'un délai supplémentaire a été rarement contestable vu les circonstances. Souvent, il y a eu débat sur l'étendue de ce qui serait approprié, adéquat. Par ailleurs, on avait déjà noté une tendance vers la dématérialisation, du moins dans une certaine mesure, et depuis un moment pour la transmission de certaines écritures ou lettres, souvent effectuées uniquement par email. J'avoue pour ma part que je continuais à recourir au papier pour l'analyse des mémoires et des pièces, mais je reconnais qu'en tant qu'arbitre, on se montre de plus en plus, je dirais, flexible et libéral, et certains arbitres ne demandent plus à recevoir les écritures uniquement de manière électronique. Les circonstances que nous traversons ont clairement amplifié ce phénomène, et y compris des institutions comme le CIRDI aujourd'hui ne reçoivent plus que les soumissions que de manière électronique. L'autre phase qui peut être affectée est celle de la production de documents, notamment en période de confinement, notamment quand on demande à une partie adverse en matière d'arbitrage international de produire un certain nombre de documents. Il peut être difficile d'identifier, de rassembler les documents pertinents dans les délais requis. Là aussi, il y a besoin de faire preuve de flexibilité et d'ajustement. Et puis, concernant l'administration de la preuve, un dernier exemple qui est à cheval, je dirais, entre le déroulé de la procédure et l'audience, c'est la visite de site. Et un exemple créatif dont j'ai pu avoir connaissance d'Ipalier et qu'on a vu mettre en œuvre est le recours à un drone avec un chef de chantier qui est sur place, qui commente, des experts ou des arbitres qui peuvent suivre à distance et qui peuvent poser des questions. Donc voilà, on peut être là aussi assez créatif. Troisième étape, c'est l'audience. Et comme je le disais, c'est le point le plus intéressant puisqu'il peut donner lieu à des difficultés majeures et devenir même un point de crispation. La question que l'on doit se poser est la suivante. Est-il possible, et si oui, est-il souhaitable, opportun, d'organiser une audience arbitrale de manière virtuelle ou faut-il reporter, parfois s'inédier, l'audience pour qu'elle puisse se dérouler et se tenir en présentiel, surtout s'agissant d'une audience au fond et comprenant par exemple l'audition de témoins ou d'experts. Se posent donc deux questions distinctes mais liées, à savoir la légalité ou la validité et puis si oui, l'opportunité des audiences virtuelles. Tout d'abord sur la légalité au sens large. Tout dépend des textes applicables. D'abord, il y a la clause d'arbitrage. En général, elle est silencieuse. J'ai vu au moins deux clauses compromis post-Covid qui expressément confèrent au tribunal arbitral la possibilité de tenir des audiences virtuelles. Mais en général, elles ne traitent pas de la question. Il y a aussi le règlement d'arbitrage. Certains le permettent expressément, la LCIA, le DIFC-LCIA. Certains sont silencieux. Certains l'envisagent et le mentionnent, mais concernant certains aspects circonscrits de la procédure. Le règlement CCI en vigueur parle de la Case Management Conference, la conférence sur la gestion de la procédure, ou pour l'arbitrage accéléré ou l'arbitrage d'urgence. C'est le cas aussi du règlement CNUTSI. Et là, en théorie, du moins, il y a deux approches ou analyses concevables. Raisonner à contrario, si les autorisations ne sont que spécifiques et limitées, c'est que cela n'est pas possible au-delà des hypothèses
bien circonscrite, ou bien raisonner plutôt par analogie, ce serait l'illustration que c'est possible. En ce qui me concerne, et je le dis d'emblée, l'argument à contrario dans ce contexte n'est clairement pas des plus convaincants, même si je reconnais bien volontiers que certains règlements auraient pu être plus clairs et seront vraisemblablement explicités et précisés à l'avenir. Parfois, il y a même aussi surprenant que ça puisse être des divergences dans les différentes versions, dans les différentes langues d'un même règlement. Si je prends le cas de la CCI, par exemple, qui est l'institution la plus connue dans son règlement en vigueur, la version anglaise stipule, par exemple, que le Arbitral Tribunal shall hear the parties together in person if any of them so request. La version arabe et d'autres disent la même chose. En revanche, la version française dit le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties si l'une d'elles en fait la demande. Donc, on voit, c'est beaucoup plus souple. Il y a un glissement terminologique qui est intéressant. Heureusement, en tout début de crise sanitaire, la note directrice de la CCI aux arbitres, je crois du 9 avril dernier, a clarifié que l'audience en présentiel n'était pas toujours requise sous réserve des circonstances. Donc, elle n'a pas adopté une lecture restrictive et s'est conformée au règlement dans sa version française. Et le nouveau texte qui a été voté il y a quelques jours par la CCI qui entrera en vigueur au 1er janvier de l'année prochaine, quelque part, clarifie ce wording. Autre série de textes, ce qu'on appelle la lex arbitri, la loi du siège, la loi de l'arbitrage. Là encore, à ma connaissance, il n'y a pas de loi nationale qui interdise ou bien entendu qui inversement imposerait des audiences virtuelles. En général, les textes sont silencieux sur le sujet. Les principes généraux du droit sont parfois invoqués, qu'une partie aurait droit à une audience. À supposer qu'un tel principe existe, qu'est-ce qu'une audience? C'est s'exprimer oralement et être entendu. Dans audience, il y a audio. C'est la possibilité peut-être de réagir aux arguments de l'autre partie, de débattre, d'interagir. Il y a des principes, je dirais, d'oralité, d'immédiateté, d'interactivité, et je dirais qu'ils sont assurés quelle que soit la forme de l'audience, en présentiel ou en virtuel. En réalité, le tribunal arbitral a un large pouvoir dans la conduite de la procédure. Par exemple, en droit français de l'arbitrage, il est prévu que le tribunal arbitral détermine la procédure arbitrale sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques. Les textes prévoient que la procédure doit se dérouler avec célérité et efficacité et que le tribunal instruit la cause dans les plus brefs délais par tous les moyens appropriés. Ça, ce sont des extraits du règlement CCI. Cela ne veut toutefois pas dire que le tribunal arbitral a carte blanche. Il n'y a pas un blanc-seing sans limite. Cette liberté et cette grande marge de manœuvre est sous réserve du respect de certains principes directeurs comme le droit d'être entendu et l'égalité entre les parties. Si on compare avec d'autres juridictions comme l'Angleterre ou la France, dans le cadre de cette crise, l'Angleterre et les Pays de Galles, il y a eu un protocole temporaire en mars 2020 qui a fixé des lignes directrices permettant la tenue d'audience à distance par téléphone ou visioconférence. En France, il y a eu une ordonnance de mars, je crois, du 25 mars 2020. Et effectivement, un certain nombre d'audiences, nous on a participé à des audiences en référé par conférence téléphonique. On est courant que dans le dossier Total contre EDF, les protagonistes ont pu participer par visioconférence. Donc, si les juridictions étatiques s'y sont accommodées, même si c'est parfois avec parcimonie, il n'y a aucune raison de principe d'écarter la vidéoconférence et ses moyens de communication similaires en matière arbitrale. Enfin, je dirais qu'il est important de se placer en aval et de s'interroger, de se demander comment réagirait le juge de l'annulation, voire de l'exécution, au regard des principes de la Convention de New York. Et là, à ma connaissance, il n'y a pas un seul exemple d'annulation ou de refus d'exécution sur le fondement de la violation du droit d'être entendu ou de l'égalité entre les parties, quel que soit le degré du virtuel, qu'il soit partiel ou total. Et c'est d'autant plus cohérent, comme je le disais, que les juridictions étatiques ont récemment, par ailleurs, eu recours à la vidéoconférence. De manière générale, les fondements droit d'être entendu, égalité entre les parties sont parmi les plus invoqués en général pour essayer de faire annuler une sentence, mais ils sont très rarement retenus, en général que dans des cas extrêmement assez criants.
On peut le concevoir s'il y a un problème technique, par exemple. Si une partie est déconnectée et ne participe donc pas à une partie de l'audience qui se poursuit sans elle, là, il y a peut-être un problème de contradictoire et de due process s'il n'est pas purgé par la suite. Un dernier point à ce sujet, il ne faut pas non plus oublier qu'à l'inverse, le droit d'être entendu pourrait, au moins dans son principe, être potentiellement affecté ou altéré si la procédure est indéfiniment reportée en application de la maxime Justice delayed is justice denied. La légalité de principe des conférences virtuelles semblant en général, je dirais, acquises, se pose donc la question de leur opportunité et, le cas échéant, de leur modalité. Sur l'opportunité, tout d'abord, la vidéoconférence était déjà encouragée, voire préconisée pour certains aspects, notamment pour réduire des coûts et les délais de la procédure et répondre aux préoccupations environnementales en limitant les déplacements, ce qu'on appelle le Green Pledge. Ceci dit, il ne faut pas sous-estimer non plus l'importance que les parties attachent à la présence personnelle des arbitres, des témoins et des experts lors des audiences. En réalité, il faudra, à mon avis, analyser au cas par cas. Et on peut probablement distinguer trois principales hypothèses. Première hypothèse, les parties sont d'accord pour avoir l'audience uniquement en présentiel. Sauf circonstances particulières exceptionnelles, je vois difficilement comment le tribunal arbitral pourrait ignorer l'accord des parties. Peut-être il y a le cas assez théorique de l'expiration imminente ou prochaine du délai de l'arbitrage, de sa non-extension par le juge d'appui, mais on peut supposer que l'extension sera dans ce cas conférée par les parties elles-mêmes de manière expresse ou à tout le moins implicite. On peut dresser un parallèle avec la situation assez similaire où les parties se mettent d'accord sur un calendrier particulièrement étendu et que le tribunal arbitral trouve trop laxiste eu égard au dossier et aux obligations du tribunal arbitral de conduire la procédure avec célérité. Je me suis retrouvé dans cette situation et là, le tribunal arbitral peut essayer de faire preuve de pédagogie, de convaincre, mais ne peut imposer une solution ou aller à l'encontre de la volonté des parties. Il en est de même concernant l'audience. Deuxième hypothèse, les parties sont d'accord pour avoir l'audience en virtuel. Là encore, la position, l'accord des parties devrait primer. Et si l'arbitre est tout de même réticent ou pas réceptif, ou s'y oppose, elle risque de ne pas avoir d'autre option, certes un peu théorique, je veux bien le concéder, que de changer d'arbitre ou de tribunal arbitral si elle souhaite tout de même aller de l'avant. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas l'hypothèse la plus probable. En revanche, le fait que les arbitres ne soient pas suffisamment familiers avec les outils technologiques n'est pas une justification valable. Il y a certes souvent la crainte, surtout au tout début, c'est peut-être un peu moins aujourd'hui, le manque de confort qui se comprend, mais cela ne justifie pas un refus. Ceci dit, il y a une hypothèse de résistance plus raisonnable du tribunal arbitral qui me vient à l'esprit. Je pense au risque de non-exécution dans une juridiction donnée. Mais là encore, les parties prennent le risque, et en partie la partie devanderesse, et on sait que ce risque est extrêmement limité, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, ne s'est jamais matérialisé, et le tribunal arbitral pourra attirer leur attention, mais en général, il devra s'en remettre à leur décision. Troisième hypothèse, qui est à mon sens la plus intéressante et la plus délicate, c'est l'absence d'accord des parties. L'une souhaite que l'audience se tienne rapidement et en virtuel, et l'autre s'y oppose et insiste sur l'importance ou même la nécessité d'une audience en présentiel. Il faudra alors trouver le juste équilibre et naviguer entre, d'un côté, l'obligation de rendre une sentence exécutoire et qui sera idéalement acceptée, et l'autre, l'obligation pour le tribunal arbitral de conduire la procédure avec célérité, que l'on retrouve, comme je l'indiquais tout à l'heure, de plus en plus dans les droits nationaux et dans certains règlements d'arbitrage. Question intéressante qui pourrait se poser, la charge de la preuve. Faut-il démontrer que les circonstances justifient l'audience par vidéoconférence ou faut-il établir que l'audience par vidéoconférence n'est pas justifiée au vu des circonstances? Le fardeau pesant sur chacune des parties et les conséquences qui en découlent ne sont bien entendu pas les mêmes. En réalité, les tribunaux arbitraux tendent à procéder à une appréciation globale et pragmatique. Quelles sont les raisons de l'audience virtuelle? Est-ce qu'elle découle par exemple d'une impossibilité matérielle de tenir l'audience en présentiel compte tenu de la fermeture des frontières
ou de l'état d'urgence sanitaire? Quelle est la nature et la complexité de l'audience envisagée? Quelle est sa longueur? S'agit-il de plaidoirie, d'audition de témoins ou des deux? Quel est le nombre de participants à l'audience et la localisation des parties, des conseils, des arbitres et des témoins? Quelles sont les conséquences pour les parties en cas de report? Y a-t-il urgence? Quelles sont les conséquences pour les parties ou l'une d'entre elles en cas de tenue? Est-elle en mesure de s'y préparer correctement et équitablement au vu des circonstances? Quelles sont les conditions techniques? La qualité de la bande passante? La sentence ainsi rendue sera-t-elle a priori facilement exécutoire ou cela risque-t-il de poser des difficultés, etc., etc. Ce sont des exemples de questions qui se posent et que devront se poser les arbitres. Parmi les objections ou les modalités auxquelles il faut penser, il y a les fuseaux horaires. Là, récemment, je préside un tribunal arbitral où un de mes co-arbitres est à Londres, l'autre est confiné, bloqué en Nouvelle-Zélande. Et donc, on a prévu des audiences commençant 8 heures de Londres, 9 heures de Paris et 20 heures de Wellington. Voilà, il faut s'adapter. L'interrogatoire des témoins, la cross-examination, il sera plus difficile pour celui qui interroge de contrôler le témoin. Plus difficile peut-être pour le tribunal arbitral de mesurer sa crédibilité. Pour certains, on voit moins la crispation d'un témoin mis en difficulté, voire la goutte de sueur perlée sur son front et démontrant son inconfort par vidéoconférence. Il est possible de rétorquer que via Zoom, comme aujourd'hui, on voit mieux. Il suffit d'avoir un grand écran. Peut-être que vous voyez mieux aujourd'hui ici que vous m'aurez vu dans un amphi. Et puis si c'est enregistré, c'est peut-être mieux qu'un transcript, parce que le tribunal arbitral pourrait même revoir finalement la vidéo de l'audience. Et puis, on invoque parfois le risque d'interférence avec un témoin. C'est un point important, mais qui se gère. On peut avoir un représentant de l'autre partie qui est présent dans la salle. Il y a des caméras à 360 degrés dont on peut contrôler l'orientation à distance. Et puis, il y a le risque que s'il se fait coacher, le tribunal arbitral va probablement le réaliser et cela s'avérera totalement contre-productif et va détruire sa paix, sa crédibilité et celle de la partie qu'il a présentée. Autre point, vous conviendrez, ça n'a pas la même solennité. C'est vrai, même si c'est peut-être moins vrai que devant certaines juridictions étatiques. Et puis ça dépend, c'est pas forcément négatif. Il y a un aspect plus informel, j'ai envie de dire plus relax du témoin qui intervient de chez lui et peut pousser à plus de spontanéité, plus de confort, plus d'authenticité. En revanche, s'il y a des questions de fraude, de dol ou de corruption, la confrontation en présentiel serait probablement plus adaptée et certainement plus efficace. Un point que j'ai évoqué qui est basique, c'est la bonne connexion à Internet. Souvent, on décide d'avoir l'audience, puis on vérifie. C'est important de vérifier ce point en amont. Et puis, il y a la question des délais et des coûts des deux options. A priori, le virtuel semble être moins coûteux. Il n'y a pas de déplacement quand c'est à l'international. Mais ce n'est pas évident. Il y a une préparation qui est plus délicate, une audience potentiellement plus longue, parce que des journées plus courtes et il faut intégrer des risques d'interruption et des problèmes techniques. Là, récemment, dans un dossier où je suis dans le tribunal arbitral, on avait normalement 8 jours d'audience en présentiel qui vont se transformer en 10 jours en virtuel. Donc, finalement, c'est un peu plus long. Et dans les modalités, quelques autres exemples. Il y a différentes configurations possibles. On peut avoir une partie en présentiel et d'autres pas. Quid d'avoir le président avec les parties et les témoins et les co-arbitres en vidéo ou le tribunal réuni ensemble mais les parties dans d'autres locations. La question des plateformes, c'est un peu technique, mais Microsoft, BlueJeans, déjà utilisé par la CCI, Zoom, qui est très convivial, mais pas considéré souvent suffisamment sécurisé. Par exemple, la Banque mondiale le refuse récemment pour une délibération CIRDI. On a dû basculer sur, de mémoire, Microsoft parce que, WebEx, d'ailleurs, c'est WebEx, parce que le conseiller CCI ne pouvait pas se connecter de son ordinateur ou de son portable professionnel sur Zoom pour des questions de sécurité. Et ça peut se comprendre. Récemment, je participais à une remise de diplôme où effectivement, il y a eu une interférence dans le cadre de la conférence Zoom. Toutes les plateformes ont des niveaux de licence différents. Il y a même la téléprésence. Donc, il faut penser à tout ça. Et surtout, la recommandation la plus importante, et c'est celle de la CCI, c'est de faire au moins 2 mock tests de simulation en amont pour s'assurer, même pour la conférence d'aujourd'hui, on s'est connecté 15 minutes avant pour s'assurer que le lien fonctionnait. Et puis, il y a la question de l'interprétariat consécutif ou simultané.
À ce stade, l'interprétage simultané, qui est souvent préféré, ne semble pas être possible sur la plupart des plateformes comme Zoom ou WebEx. Et puis le type de transcript, real-time ou autre, la longueur, il y a la fatigue. En général, on considère le consensus, c'est que c'est un maximum de 4 à 5 heures d'audience virtuelle, ce qui va allonger potentiellement les audiences. Il y a aussi, je le mentionne juste parce que c'est important, les questions de cybersécurité, protection de données, les questions de confidentialité, comment l'assurer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut enregistrer, le nombre d'écrans, idéalement, on dit qu'il faut en avoir 3, 2 ordinateurs portables, une palette pour le transcript, pour avoir ses notes et avoir un écran où on voit la salle, par exemple. Et puis, l'utilisation de documents est nettement plus compliquée. On ne peut pas pointer, c'est plus compliqué. Donc, il faut, à mon avis, être plus sélectif sur l'utilisation de documents lors d'une audience virtuelle. Et même les liaisons entre les membres de l'équipe sont plus délicats. On peut créer finalement parfois ce qu'on appelle des breakout rooms virtuels, qui peut être même fait par WhatsApp. On l'a fait sur une audience il n'y a pas longtemps. L'inconvénient, c'est que voilà, c'est pas le post-it qu'on communique et on sait que la personne l'a vu, l'a ignoré et l'a mis de côté ou en tient compte et l'intègre dans ses commentaires. Finalement, on envoie le message, il a été vu, il a été ignoré, on ne sait pas, il n'y a pas ce contact physique qui facilite finalement la gestion et l'organisation des procédures. Ce sont des détails, mais des détails qui ont leur importance dans la gestion et la conduite de la procédure. Pour conclure sur ce point, je dirais que donc il y a une analyse au cas par cas, un bilan coût-risque-avantage qui doit être fait. Les mentalités sont clairement en train de changer. Si une partie refuse l'audience virtuelle, on doit se poser la question, est-ce qu'il s'agit de prétextes et d'arguments dilatoires ou bien est-ce qu'il existe de véritables et légitimes obstacles? La vidéoconférence n'est pas forcément une panacée, mais les arbitres doivent sortir de leur zone de confort et savoir faire preuve d'adaptation. Ils le font de plus en plus. D'ailleurs, les premières expériences d'audience virtuelle sont assez satisfaisantes, même si elles peuvent s'avérer un peu fatigantes. Dans une affaire CCI importante qui impliquait des enjeux considérables, les parties ont par exemple accepté d'interrompre l'audience au bout d'une semaine en raison du confinement, c'était au mois de mars ou d'avril dernier, et de tenir la deuxième semaine d'audience quasiment au pied levé en utilisant la plateforme Zoom avec des intervenants en Europe, en Asie et en Amérique latine. Et de l'avis de toutes les personnes concernées, cette seconde semaine d'audience, au cours de laquelle de nombreux experts ont été interrogés et contre-interrogés par les parties et par le tribunal, s'est déroulée dans des conditions très satisfaisantes. J'en ai même conduit une, mais sans témoins, de 48 heures et plusieurs audiences de procédure qui se sont toutes très bien déroulées. J'ai envie de vous dire que souvent la vidéoconférence ne s'avère pas mieux ou moins bien, mais tout simplement différente d'une audience en présentiel. La préparation en amont est plus importante et nécessite une bonne coopération entre les parties et une implication du tribunal arbitral. Il y a toutefois, je reconnais, un aspect difficilement remplaçable du présentiel. Il s'agit des discussions en aparté ou au post-café et qui peuvent, ce n'est pas négligeable, parfois entrouvrir la voie, la porte de la résolution amiable et transactionnelle du litige. J'en arrive à la dernière phase de la procédure, composée des délibérations et de la reddition de la sentence que j'évoquerai très brièvement. Les délibérations se déroulaient déjà souvent, du moins en partie de manière virtuelle, conférences téléphoniques, échanges de projets et de commentaires par email. S'agissant de la signature de la sentence, elle se faisait aussi déjà par circulation, pas nécessaire de la signer au même moment et au même endroit, au siège de l'arbitrage, contrairement à ce qui se passait à une époque à Dubaï, il y a quelques années, où si on ne le faisait pas, on prenait le risque d'avoir sa sentence annulée ou à tout le moins fragilisée. En réalité, il n'y a pas eu, de mon point de vue, vraiment d'impact négatif de la crise sanitaire sur cette phase, voire on pourrait même dire qu'il y a eu à certains égards un impact plutôt positif parce que les arbitres qui se sont retrouvés libérés d'autres contraintes et d'autres engagements ont trouvé du temps pour rédiger ou finaliser leur sentence. Enfin, la notification de la sentence, et là, la LCIA prévoit la notification déjà électronique et la CCI prévoyait une copie de courtoisie par email. Et c'est adapté en encourageant les parties pour éviter tout retard inutile à s'accorder à ce que la notification formelle de la sentence puisse se faire elle aussi par voie électronique. Et c'est quelque chose qu'on a mis en place et en œuvre dans un certain nombre de dossiers, que ce soit comme conseil ou comme arbitre.
Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que les institutions arbitrales ont fait preuve de coopération. Elles avaient même signé à un moment donné un communiqué commun, ce qui est assez inhabituel et mérite d'être noté. Avant de conclure, je voudrais peut-être partager 3 dernières réflexions sur l'impact de la crise sanitaire sur l'arbitrage. Première réflexion, l'engorgement, l'encombrement des tribunaux étatiques a potentiellement, je dis bien potentiellement, créé une opportunité pour l'arbitrage. En effet, le retard pris dans la conduite des procédures étatiques et la multiplication des litiges liés à la crise sanitaire pourraient inciter les parties à recourir à l'arbitrage. Il y a déjà des exemples, certes très rares, j'en ai vu 2, mais qui pourraient se multiplier, de parties décidant même de transférer et de confier à un tribunal arbitral un litige qui était en cours, qui était pendant devant les juridictions étatiques. Deuxième réflexion, et comme je le disais plus tôt, le COVID-19 et les mesures étatiques prises pour endiguer la pandémie, la crise sanitaire, ont impacté tous les secteurs de l'économie, dont beaucoup ont recours à l'arbitrage. Énergie, ressources naturelles, infrastructures, construction, industrie, distribution, aéronautique, hôtellerie et j'en passe. Ainsi, de nombreux opérateurs économiques vont malheureusement être confrontés à des inexécutions contractuelles en cascade qui vont donner lieu à des contentieux et soulèveront par exemple des problèmes de force majeure ou d'imprévision et le cas échéant d'adaptation des contrats. L'arbitrage devra jouer son rôle à la fois de pacificateur en réglant les litiges et de créateur de jurisprudence, d'autant que de plus en plus de sentences seront publiées vu la politique d'institutions arbitrales comme la CCI. Et troisième et dernière réflexion, de nombreux États et gouvernements du monde entier sont en train de prendre des mesures réglementaires et financières destinées à protéger leurs économies des effets désastreux de la pandémie. Si jamais, par exemple, ces mesures devraient avoir pour effet de discriminer les entités étrangères et de favoriser les entités nationales, les protections de droit international accordées par des traités bilatéraux ou multilatéraux de protection des investissements conclus par l'État en question pourraient être violées. Et dans ce cas, cela ouvrirait à l'investisseur lésé la voie de l'arbitrage contre l'État en question, même en l'absence de relations contractuelles directes entre l'investisseur et l'État. Il y a déjà des débuts de différends et de réclamations au Pérou et au Mexique pour prendre ces 2 exemples. Il sera intéressant de voir comment cela va se développer et si les États vont prendre de manière concrète et concertée des mesures pour tenter de limiter ce type de procédure. Trouver le juste équilibre entre la protection des droits acquis de l'investisseur et les prérogatives régaliennes et légitimes de l'État, surtout en période de crise sanitaire, sera aussi l'un des défis majeurs de l'arbitrage. Pour conclure, je dirais que le COVID-19 et les circonstances exceptionnelles que l'on a tous vécues et que l'on continue dans une large mesure de vivre et de subir encore aujourd'hui ont poussé, bon gré mal gré, l'arbitrage à sortir de sa zone de confort, à se remettre en question, à revoir certains modes de fonctionnement, voire, et du moins en partie, à se réinventer. Ce n'est pas surprenant compte tenu de la flexibilité et de la malléabilité inhérente à l'arbitrage et de sa volonté de faire preuve d'efficacité pour répondre aux demandes légitimes et pressantes des opérateurs du commerce international. La véritable question que l'on peut et même devrait se poser est la suivante. Est-ce que ce sont des adaptations éphémères pour faire face à la crise sanitaire ou est-ce que certaines seront bien plus durables, entraînant un changement de paradigme et devenant des outils plus ou moins réguliers des procédures arbitrales de demain? L'avenir nous le dira, mais la réponse sera probablement assez similaire à la réponse qui sera apportée dans d'autres domaines. Et pour raisonner par analogie et sous forme de clin d'œil, les rencontres et webinaires comme celui qui nous réunit aujourd'hui et organisés en vue et au vu de la crise sanitaire via Zoom vont-ils se poursuivre et se prolonger dans une certaine mesure sous ce nouveau format, même quand on reviendra à un semblant de normalité? Permettez-moi de m'aventurer
est de suggérer que c'est fort probable, peut-être sous format hybride, il en est vraisemblablement de même, de moins dans une certaine mesure, pour la conduite des procédures arbitrales, et cela devrait permettre à l'arbitrage de conserver, voire de renforcer son attractivité comme mode normal, mode usuel, mode privilégié de résolution des litiges du commerce international. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Donc j'espère que vous avez apprécié cette première partie centrée sur l'arbitrage. Je vais maintenant laisser la parole à Madame Bérangère Clady, qui va avoir pour support le PowerPoint que vous visualisez maintenant. Bonsoir à tous. Tout d'abord, merci de cette invitation. Merci à la Clinique juridique de la Sorbonne. Je suis ravie d'intervenir avec vous ce soir. Alors je vais commencer, c'est pas effectivement pas usuel, mais je vais rebondir sur la conclusion de mon prédécesseur et de mon co-intervenant. Je le rejoins tout à fait sur le fait que les formats hybrides, en fait, ce confinement et cette obligation de passer par la visioconférence va aussi être cette obligation va être créatrice de valeur. Et les événements comme celui auquel nous participons ce soir, les événements qu'on va être amenés à organiser à l'avenir seront certainement hybrides, et ce sera une richesse parce que ça permettra aussi d'en faciliter l'accès. Et je pense qu'on a aussi un peu la même conclusion aussi bien pour l'arbitrage, mais également pour la médiation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques mots sur l'institution que je représente ce soir, donc le Centre de médiation et d'arbitrage de Paris. C'est une association qui a été créée à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Alors, sous forme associative, tout simplement parce que la première grande loi française en matière de médiation, donc la loi de 95, prévoyait que pour être désigné dans le cadre de médiation judiciaire, il fallait être ou personne physique ou association. Le CMAP a été créé en partenariat avec un certain nombre d'institutions et qui ont été choisies parmi celles qui allaient être les principaux prescripteurs. Alors en ça, on peut trouver parmi nos membres fondateurs les différents barreaux, notamment le barreau de Paris, mais aussi différentes juridictions comme les tribunaux de commerce ou les tribunaux judiciaires, et certains ordres professionnels comme l'ordre des experts comptables. Notre mission, alors on a plusieurs spécificités par rapport à d'autres institutions. Nous travaillons aussi bien en médiation et en arbitrage. Nous avons été effectivement des premiers centres à proposer un panel relativement large de MARD. L'autre spécificité, c'est que le CMAP est un centre qui naturellement administre des procédures, mais nous sommes également centre de formation, donc ce qui permet un enrichissement, je dirais, un enrichissement mutuel de ces deux activités. Le CMAP a été créé avec 3 missions principales. La première, accompagner les entreprises donc désireuses de régler leurs différends autrement que par la voie classique, donc pour les entreprises désirant utiliser les MARD. Alors, je précise entreprise parce qu'effectivement, c'est notre cœur de métier. On intervient donc pour tous les litiges touchant l'entreprise, donc aussi bien médiation, arbitrage d'affaires, également en matière sociale. Donc, à l'exclusion, enfin pour faire simple, à l'exclusion de tout ce qui va relever de la matière, plus précisément de la matière familiale. On a un rôle aussi très important en termes de sensibilisation des acteurs des mondes économiques, juridiques et judiciaires. Donc, c'est pour ça qu'on intervient régulièrement au sein des juridictions, notamment dans le cadre des participations aux permanences d'information à la médiation. On intervient très régulièrement en entreprise, soit pour sensibiliser aux MARD, soit pour également former ou intégrer les MARD dans les entreprises.
Et puis, troisième mission, effectivement, former les professionnels, médiateurs et arbitres à la pratique des MARD. S'agissant de la médiation, petite parenthèse, c'est essentiel puisque aujourd'hui la médiation n'est pas une activité réglementée. Alors là encore, j'exclus bien la matière familiale, mais demain, n'importe quelle personne, formée ou non, peut se dire médiateur. Donc, c'est important de garder cet élément à l'esprit, sachant que ces personnes peuvent très bien non seulement ne pas être formées à la médiation, mais ne pas non plus avoir d'expérience particulière en la matière. Je pensais que ce serait intéressant, sans rentrer spécialement dans le détail, mais c'est une slide que je trouve importante, notamment pour replacer un peu les éléments, les différents, comment peuvent se positionner les MARD. On va dire que ça, c'est le principe. Donc, première étape, quand les entreprises, des parties sont en situation de différend, de conflit, de contentieux, la négociation directe. La médiation va intervenir à un deuxième niveau, c'est-à-dire que là où la négociation directe a échoué, la présence d'un tiers neutre, indépendant et impartial, le médiateur peut permettre aux parties de parvenir à un accord. Et en troisième niveau, si la médiation n'aboutit pas, c'est rare puisqu'on a un taux d'accord de l'ordre de 70%, mais ça arrive. Je mets au même niveau effectivement la voie judiciaire ou la voie arbitrale. Sachant que j'ai précisé effectivement que c'est un principe, donc il y a des exceptions. On se rend compte qu'on a des situations où on va avoir par exemple des arbitrages en cours et des médiations qui vont des médiations qui vont être proposées dans le cadre d'arbitrage, donc qui va entraîner la suspension de la procédure. Tout comme on peut avoir aussi des procédures, alors ce qu'on appelle les MEDAR simultanés, c'est-à-dire que les parties profitent de la première étape de la procédure arbitrale de constitution du tribunal qui peut parfois s'avérer un petit peu longue pour tenter une médiation. L'intérêt étant de mettre à profit cette période pour tenter une négociation et de ne pas perdre de temps dans l'hypothèse où la médiation n'aboutirait pas et que les parties puissent démarrer la procédure arbitrale directement. Donc, la médiation, c'est quoi? En synthèse, un processus volontaire, structuré et encadré, donc entre deux et plusieurs parties. Alors, on observe, nous, une augmentation des médiations complexes. Alors, quand je dis complexe, ça va être multipartite avec des enjeux en litige importants, des médiations internationales. Donc, là où la médiation, il y a quelques années, était confinée aux petits dossiers, aux petits litiges, on se rend compte qu'aujourd'hui, si le nombre de médiations n'explose pas, il n'y a pas d'évolution quantitative du nombre de dossiers. En revanche, on observe une évolution qualitative. Donc, le tiers, le médiateur, évidemment, le principe de confidentialité qui est extrêmement important. Alors, peut-être qu'on reviendra sur ce point justement au sujet de la visioconférence et du choix des plateformes pour conduire le processus. Parties qui vont trouver une solution négociée aux différends dans le respect de leurs intérêts respectifs. Deux types de médiation. Donc, évidemment, la médiation conventionnelle qui peut être prévue en amont dans un contrat par le biais d'une clause. Mais les parties peuvent également faire le choix de mettre en place une médiation sans clause particulière, mais simplement à la naissance du litige, décider de saisir donc, un médiateur directement ou bien une institution. Et là, c'est une autre spécificité du Centre de médiation et d'arbitrage de Paris, c'est que les parties peuvent tout à fait nous saisir de manière unilatérale, à charge pour nous et les juristes, notamment de mon équipe, de porter cette proposition de médiation et de tenter de convaincre l'autre partie d'accepter de prendre part au processus. L'autre type de médiation, qui est la médiation judiciaire, donc comme son nom l'indique, qui va intervenir dans le cadre d'une procédure en cours.
La proposition sera faite par l'une ou l'autre des parties, tout comme elle pourra l'être faite par le juge. Et en cela, une certaine évolution en termes législatifs, puisque les magistrats disposent désormais de la possibilité d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur. Alors, la terminologie est suffisamment large et libre pour que certains magistrats l'utilisent comme une injonction à mettre en place une médiation, ou d'autres l'utilisent simplement, effectivement, comme une obligation de rencontrer un médiateur pour échanger sur l'opportunité de mettre en place une médiation. Donc, c'est à peu près ce qu'on peut voir dans le cadre des permanences d'information au sein des juridictions. Quelques mots sur les avantages. Gain de temps. Alors, au CMAP, une médiation, ça dure en moyenne 16 heures. Alors, le centre a la chance de s'appuyer sur un nombre de dossiers suffisamment important pour pouvoir chaque année proposer des statistiques. Alors, sauf erreur de ma part, nous sommes le seul centre à rendre public ces statistiques. Donc, une durée moyenne de 16 heures. Bien évidemment, c'est une durée moyenne qui tient compte de l'intégralité des dossiers que nous gérons, donc des plus petits aux plus gros, des plus simples aux plus complexes. Le coût maîtrisé. Quand effectivement, si on met en parallèle d'autres procédures, et c'est aussi le corollaire du premier avantage, le gain de temps, le coût est moins important et quand je dis coût, c'est bien évidemment un coût économique au sens large, hein, d'un contentieux classique, et maîtrisé aussi parce que les parties ont la liberté d'arrêter le processus à tout moment. Donc, à partir du moment où elles considèrent que les frais engagés deviennent trop importants par rapport à ce qu'elles pensent pouvoir retirer de la médiation, elles ont la liberté d'arrêter la médiation sans avoir même à en justifier. Confidentialité, évidemment, un processus créatif, tout simplement parce que les parties vont pouvoir, et là encore, je fais un parallèle avec la procédure judiciaire, les parties vont pouvoir aller chercher des solutions là où un juge ne pourrait absolument pas, trancher, et notamment le cas classique, c'est des parties qui, dans le cadre d'une médiation, peuvent se projeter sur des contrats futurs. Évidemment, possibilité de maintien des relations commerciales, donc c'est aussi l'exemple que je prenais, hein. Il est rare que des entreprises qui passent par la voie judiciaire poursuivent leurs relations commerciales, et dans le contexte actuel, c'est un avantage auquel les entreprises sont particulièrement sensibles. Et puis, maîtrise de l'entreprise par l'entreprise de son différend, puisque les opérationnels, les juristes, accompagnés de leurs avocats, bien entendu, sont assis autour de la table pour négocier et échanger et tenter de trouver un accord avec le médiateur. Passer ces quelques mots rapides sur ce qu'est la médiation. Je vais vous parler de la manière dont nous, institutions, avons un peu vécu ce confinement, et comment surtout nous sommes parvenus à maintenir l'activité du centre. Alors évidemment, s'agissant de la médiation, l'outil principal a été la visioconférence, sachant qu'en termes de process interne, on avait depuis quelques années déjà dématérialisé beaucoup de choses, c'est-à-dire que, et notamment aussi avec le développement du télétravail, vous pouvez accéder à distance à tous vos dossiers. Avec les CRM qui sont accessibles en ligne, vous avez tous vos contacts, toutes les informations relatives à vos médiateurs, vos arbitres, qui sont contenues dans CRM. Donc, ça veut dire que les juristes de mon équipe ont pu très facilement et du jour au lendemain travailler depuis leur domicile comme ils le faisaient au CMAP. Donc, vraiment, le point sensible a été comment vont se dérouler ces médiations qui vont se faire par visioconférence. Et la première des questions à laquelle il a fallu répondre, c'était via quel outil.
Très rapidement, il n'était pas concevable pour le CMAP de recourir à des outils qui n'étaient pas suffisamment sécurisés. Donc, aussi bien pour les médiations que les procédures arbitrales qui étaient en cours et pour lesquelles des audiences étaient d'ores et déjà calées en termes de calendrier. Et évidemment, c'est arrivé au moment où les premières difficultés nous ont confortés dans l'idée qu'il fallait vraiment choisir des outils sécurisés. Alors, nous avons fait le choix de passer par un outil qui est le seul outil qui est aujourd'hui actuellement certifié par l'ANSSI, qui est l'organisme de cybersécurité français. Et donc, c'est un outil qui s'appelle Tixeo et qui avait l'avantage pour nous de proposer un chiffrement de bout en bout. Donc, aussi bien pour l'audio, la visio, mais également l'échange de documents. Ça nous permettait également de maintenir la possibilité de mettre en place des apartés qui soient eux aussi sécurisés. Donc, à chaque médiation, on pouvait déployer, comme on le fait au CMAP en réalité, une salle plénière où l'ensemble des parties peuvent se rencontrer avec le médiateur, deux salles qui soient réservées à chacune d'elles et auxquelles l'une et l'autre ne pouvaient avoir accès. S'agissant de la médiation à distance, alors on dirait au CMAP, on était plutôt défavorable à la médiation à distance. Pour nous, le présentiel est vraiment essentiel au bon déroulé de la médiation. Pour la communication, le contact est à notre sens essentiel. Alors, on n'a pas totalement changé d'avis, mais si je ne dis pas totalement, c'est qu'on est quand même un peu revenu sur notre position. Pour le bon déroulé des réunions qui se sont tenues, des réunions de médiation qui se sont tenues par visioconférence pendant le confinement, j'ai assisté à un certain nombre, pour ne pas dire quasi-totalité des réunions qui se sont tenues. D'une part, pour m'assurer de leur bon déroulé, parce qu'effectivement, un des écueils qui n'était peut-être pas celui qui était le mieux anticipé, mais le premier écueil, c'est les inégalités en termes de capacité d'utilisation de ces outils. Donc, on n'est pas tous. Alors, certains pouvaient être confinés dans des endroits avec de très mauvais réseaux. On a eu certaines entreprises qui avaient des pare-feux un peu zélés qui rendaient compliquées les connexions. Donc, je dirais que ça a pu compliquer le début de certaines réunions. Donc, il fallait compter une bonne demi-heure de prise en main, d'installation pour que tous les participants puissent être opérationnels avec un micro, une caméra et la possibilité éventuellement de partager les documents. Donc ça, c'était vraiment la partie en réalité qui était la plus compliquée, et notamment quand on fait le choix d'outils très sécurisés, puisque qui dit très sécurisé, donc chiffrement de bout en bout, ça signifie une bande passante importante. Donc quand on est plusieurs en télétravail à la maison avec tous nos outils divers et variés connectés, pour peu qu'on soit dans des endroits où le réseau n'est pas formidable, eh bien, ça a malgré tout parfois obligé les parties à passer sur des outils moins gourmands. Donc, effectivement, ça c'était pour la partie technique qui était finalement à ne pas négliger. Sur la partie médiation, déroulée des médiations en elles-mêmes, j'ai été agréablement surprise du contact que les médiateurs arrivaient malgré tout à nouer avec l'ensemble des parties. Et on a proposé des questionnaires de satisfaction à l'issue de chacune des réunions. Et globalement, les retours ont été très positifs. Puisque la qualité, les médiateurs ont pu dérouler leur médiation comme ils l'auraient fait en présentiel.
les médiateurs qui, certains médiateurs ont d'eux-mêmes refusé de mettre en place, enfin de participer à des médiations en visioconférence, tout simplement parce qu'ils ne s'en sentaient pas capables. Donc effectivement, ça, il a fallu que nous, on s'assure en amont des médiateurs qui étaient prêts à tenter la chose, puisque finalement, c'est quelque chose qui n'était pas rares étaient les médiateurs qui avaient une telle pratique. Alors, je dirais, ceux qui avaient l'expérience de la médiation par visioconférence, c'est plutôt les médiateurs qui ont l'habitude de travailler à l'international. Mais pour certains, c'était une grande première. Alors, pour pallier un petit peu cet écueil, nous avions organisé des simulations, donc à destination de nos médiateurs qui ont pu s'entraîner sur la base de cas pratiques, comme certains d'entre vous ont pu le faire et connaissent nos cas pratiques pour le concours de médiation que nous organisons. Eh bien, nous avons tout simplement organisé des simulations, débriefées pour les médiateurs qui le souhaitaient, pour leur permettre de monter en compétences rapidement et de répondre aux besoins qui ne manquaient pas de se faire sentir. Sachant qu'on a eu un petit délai de latence. Je pense qu'on a tous mis une quinzaine de jours avant de s'organiser, de reprendre pied. Et l'activité a repris de manière assez importante, c'est-à-dire qu'on a de nouveau reçu des saisines de médiation. Les dossiers qui avaient démarré juste avant le confinement avec des réunions en présentiel ont pu se poursuivre. Et d'autres ont démarré en 100%. On a eu des médiations 100% visioconférence qui ont abouti avec succès. Donc, c'est le constat sur la médiation à distance est globalement positif. Alors, on a aussi déployé un certain nombre, je vais passer rapidement parce que c'est pas tout à fait le sujet, mais on a aussi profité de l'occasion pour déployer un certain nombre d'offres spécifiques, notamment en matière d'arbitrage, en matière de baux commerciaux. On a également proposé des médiations, on a mis en place une offre solidaire où nos médiateurs se sont portés volontaires pour mettre en place des médiations gratuites pour les dossiers dont l'enjeu était compris entre 0 et 50 000 euros. S'agissant de nos activités, surtout peut-être du devenir de la médiation post-confinement, on a eu beaucoup d'articles rédigés sur le sujet. On est beaucoup à penser que si la médiation ne se développe pas fortement maintenant, elle ne le fera jamais. Et parmi les choses les discours qui ont pu évoluer, notamment auprès des juridictions. C'est-à-dire que là où les juridictions, quand elles parlaient de la médiation, disaient c'est une bonne chose, il faut la développer, mais c'était hors de question d'imaginer la médiation comme un moyen de pallier à l'encombrement des juridictions. Aujourd'hui, le discours est totalement différent, et notamment le président actuel de la Cour d'appel de Paris, Michel Ayat, dans un article qu'il a écrit peu de temps après le déconfinement, appelle au déploiement de la médiation au sein des juridictions. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure les juridictions vont pouvoir faire le nécessaire pour déployer la médiation en leur sein, sachant que je pense que dans un premier temps, il va leur falloir aussi reprendre pied elles-mêmes et que les procédures retrouvent un cours normal. C'est-à-dire que de ce qu'on peut entendre des juges, des greffiers avec lesquels on travaille, des avocats, c'est qu'avant le confinement, les juridictions étaient déjà débordées, et notamment à Paris, puisque en Île-de-France, elles avaient déjà souffert des grèves des transports et des grèves des avocats, donc il y avait déjà un retard considérable. Donc c'est difficile d'imaginer ce qui est après un confinement, ce que devient un retard considérable. Pendant le confinement,
les saisines des juridictions étaient quasi impossibles, étaient impossibles ou presque. Alors, il y a eu des audiences organisées en visioconférence. D'ailleurs, un certain nombre ont eu lieu au tribunal de commerce via des outils de visioconférence sécurisés tels que Tixeo, qui avait mis la plateforme à disposition. Et là, ce qu'on voit, c'est que clairement, même maintenant, après le déconfinement, il va falloir un certain temps pour que les juridictions retrouvent un cours normal. Naturellement, la conséquence pour les parties, une certaine incertitude en termes de calendrier, de retard de procédure. Et effectivement, on peut s'interroger aussi sur la sécurité juridique. Aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est qu'il y a une reprise progressive des juridictions, mais avec peu de visibilité sur les délais. Des échanges qu'on peut avoir avec les juridictions, ils estiment un retour à la normale d'ici un an. Donc, on va dire que les institutions qui souhaitent développer la médiation ont un an pour agir et déployer toute l'énergie pour montrer l'attrait du processus. Sachant que pour ce qui est de nos activités et du développement de la médiation pour là, les mois à venir, alors c'est trop tôt pour dire si on ressent un bond en termes de saisine, si vraiment on va avoir l'explosion attendue. En tout cas, nous, le constat qui est fait, c'est que les réunions ont très rapidement repris, alors notamment en présentiel après le confinement. Donc, ça veut dire qu'il y avait quand même une réelle urgence à reprendre le cours de ces dossiers. Nous n'avons pas eu de réelle interruption du nombre de saisines. C'est-à-dire pour l'instant, par rapport, si on fait un comparatif à l'année 2019, on n'a pas de retard en termes de nombre de saisines. Et là, avec la rentrée, elles ont plutôt tendance à s'accélérer. Donc là encore, c'est trop tôt pour pouvoir tirer des conclusions. Je pense qu'il faudra qu'on tienne la même conférence l'année prochaine pour pouvoir parler sur une base, avoir un petit peu de data pour pouvoir tirer des conclusions. Mais en tout cas, on a un certain nombre de dossiers qui se mettent en place et des dossiers qu'on analyse. Alors, on a la chance d'être doté d'outils qui nous permettent de justement cumuler un petit peu de data s'agissant de ces dossiers. Et on note, on essaye d'historiser un petit peu l'origine des saisines, notamment sur des saisines qui vont être en lien direct sur des conséquences Covid. Donc, effectivement, typiquement, certains dossiers d'inexécution contractuelle. Alors, c'est un peu la typologie maîtresse en matière de médiation. Donc, il y a fort à parier que, effectivement, le confinement et l'épidémie ne soient pas sans incidence sur les saisines de cet ordre-là. Mais on va aussi avoir des saisines qui vont être plus liées au contexte. Donc, je prenais l'exemple effectivement de maintien des relations commerciales. Là, les entreprises veulent préserver à tout prix ces relations, et la médiation, ça reste un bon moyen d'y parvenir. Un peu en titre de conclusion, alors je l'ai un peu dit déjà en introduction, mais disons que la boucle sera ainsi bouclée. Sur les constats qu'on a pu faire pendant le confinement, j'ai essayé d'analyser, j'ai fait un comparatif des 2-3 premiers mois de l'année en termes de nombre d'heures et de nombre de réunions qui se sont tenues en présentiel au CMAP, et de les mettre en rapport avec les réunions qui se sont tenues en visioconférence pendant le confinement. On a quand même noté une diminution à peu près de moitié du nombre de réunions. Donc, ça veut
ça veut quand même dire effectivement qu'il y a un certain nombre de dossiers qui avaient démarré avant le confinement, qui ont souhaité privilégier le présentiel et qui ont préféré attendre la levée du confinement pour pouvoir venir s'asseoir physiquement autour de la table. Comme je le disais, les réunions ont très rapidement repris en présentiel, c'est-à-dire que là où on pensait qu'à partir du 11 mai, beaucoup de dossiers allaient se poursuivre via la visioconférence, finalement, très rapidement, l'agenda des salles du CMAP s'est re-rempli. Donc là encore, ça marque l'intérêt pour le présentiel. Pour autant, je pense qu'on va constater effectivement, et c'est là que je vais boucler la boucle, le développement de médiation hybride, de formules un peu mixtes où on va mélanger présentiel et visioconférence, et je le vois comme un enrichissement. Et je pense que des dossiers qu'on aurait eu des difficultés à mettre en place, notamment parce que des parties présentes à l'international où une entreprise ne veut pas forcément déplacer toute une équipe, faire traverser l'Atlantique à toute une équipe pour aller faire une médiation à Paris, disons que la possibilité de démarrer la médiation en visio peut permettre de laisser une chance au processus, et des médiations qui ne se seraient pas tenues en présentiel avant cette expérience du confinement vont aujourd'hui être rendues possibles. Je pense que la visioconférence aussi va rester utile pour les premières prises de contact, pour peut-être, non pas en remplacement des réunions présentielles, mais peut-être en remplacement d'un contact téléphonique. Et donc là où le médiateur passe un coup de fil aux parties pour convenir des premiers rendez-vous et faire les premiers échanges sur le dossier, là on se rend compte que on est tous beaucoup plus familiers de ces outils, et donc ces rendez-vous peuvent se faire via la visioconférence. Donc là encore, peut-être pour remettre de la qualité dans les relations. Donc voilà, en conclusion, moi je pense qu'il faut que nous nous donnions rendez-vous l'année prochaine pour faire tirer les conclusions de tout ça après un an, et voir quel impact cette épidémie aura à moyen et long terme sur nos activités, sur les MARD en général. Je vous remercie beaucoup, Madame Bérengère Clady. Je suis d'accord pour nous revoir dans des conclusions. Je voulais donc là laisser la parole aux participants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit sur le chat ou même si vous voulez prendre la parole directement. Si vous avez une question en particulier pour l'un de nos intervenants aussi, mentionnez-le, n'hésitez pas. Moi, je voudrais juste prendre la parole déjà pour vous remercier pour ce que vous avez, vos présentations qui étaient vraiment hyper claires. À chaque fois que j'avais une question, vous y répondiez à la suite, donc c'était vraiment super intéressant, vraiment super. Mais au niveau du contexte, au niveau de l'explication, vraiment c'était très facile de vous suivre, donc rien que pour ça déjà merci beaucoup. Et je voudrais revenir sur des petits exemples et un peu des interrogations sur chacune de vos interventions. Et déjà j'aimerais aussi vous faire un peu le lien sur vos deux interventions, parce qu'en fait, ce que vous avez fini par dire, c'est que on va dévier sur un arbitrage hybride, mais aussi sur des MARD, de la médiation hybride, en fait. Finalement, les choses qu'on a vues se mettre en place pendant le confinement ou pendant la suite du confinement, on va finir par progressivement les intégrer au processus, non seulement dans l'arbitrage, mais aussi dans la médiation. Et ça, c'est vraiment très intéressant de voir que ça va finalement profondément changer les modes de résolution. Et sur les petits exemples que vous avez donnés, donc Maître Ziadé, j'ai beaucoup aimé l'exemple que vous avez donné sur le drone. J'aimerais savoir si ça s'était déjà fait avant ou si c'est vraiment quelque chose que vous avez vu au moment du confinement sur ce type d'arbitrage. Je trouve ça très intéressant. Et sur la médiation, Madame Clady, je sais que, comme j'ai participé au concours de médiation, j'ai eu l'occasion de parler avec certains médiateurs, pardon. Et c'est vrai que le contact humain
était extrêmement important pour eux. Et donc, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup de savoir leur retour, en fait, sur comment ils ont géré les médiations, ne pas pouvoir forcément ressentir les émotions, etc., des parties. Donc, ça m'intéresse aussi beaucoup de savoir ça. Donc, si vous voulez, Maître Ziadé, répondez pour répondre en premier ou dans Ouais, l'ordre de l'intervention. je peux répondre brièvement. Pour le drone, non, je n'en avais jamais entendu parler avant de manière ludique, mais dans le cadre d'un arbitrage, effectivement, non. Ce que j'avais déjà vu faire comme arbitre et comme conseil, c'est effectivement, notamment dans certains projets de construction, où effectivement, on a des vidéos, voire des vidéos de synthèse qui sont faites de l'usine, du projet, pour éviter les coûts d'un déplacement sur site. Et en début d'audience, on a par exemple 20 minutes, une demi-heure d'explication, parfois quasiment en 3D, qui est pas inutile. Mais non, le drone, c'était une première. Et encore une fois, je n'étais pas directement impliqué, j'ai ouï dire. Alors pour ma part, s'agissant de la qualité des qualités déployées par nos médiateurs, alors je dirais que la qualité principale, c'est les capacités de communication, de déployer les outils du médiateur, les reformulations, questionnements, ça, tous ces outils-là passent aussi bien en visioconférence. Alors, sachant que je vais en revenir à des considérations matérielles, mais ça, c'est vrai que plus les outils utilisés par les parties vont être de qualité, meilleure sera la médiation. Parce que, effectivement, j'ai assisté à de très belles médiations et je me suis fait à la réflexion, ne se serait peut-être pas déroulé différemment en présentiel parce qu'on avait un médiateur. Alors, forcément, il y a des médiateurs qui vont être beaucoup plus à l'aise que d'autres, mais des médiateurs qui ont su vraiment partager la parole, être présents, arrêter les débordements ou au contraire réussir à les maîtriser à distance. Et d'autres fois, effectivement, quand vous avez des médiateurs qui font face à des parties qui ont une caméra qui ne fonctionne pas, ou malheureusement, on était tous confinés parfois dans des petits espaces. Donc, quand on entend derrière la famille en train de préparer le déjeuner, le chien qui a envie de sortir et j'en passe et d'autres, là, effectivement, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que, et je pense beaucoup des participants, enfin la médiation quand même est de plus en plus connue et je dirais, les parties ont su aussi, et particulièrement les conseils et les avocats ont su analyser si c'était opportun de poursuivre une médiation en visioconférence ou bien d'attendre de pouvoir revenir en présentiel. C'est-à-dire que dans certains dossiers, les parties ont dit on va plutôt profiter de cette période de confinement pour tenter de se mettre d'accord et prendre le temps de désigner un médiateur pour être prêt au moment où on pourra tenir des réunions en présentiel. Il y a d'autres dossiers où l'urgence nécessitait d'intervenir rapidement et donc il n'était pas question d'attendre un retour à la normale. Donc je dirais que les choses se sont fait globalement naturellement, mais en gardant à l'esprit que évidemment la médiation en présentiel et qualitativement en termes relationnels sans commune mesure avec la visioconférence. Mais dans des situations d'urgence ou quand la distance ne permet pas de faire des réunions en présentiel, je suis maintenant convaincue que malgré tout, on peut arriver à une bonne qualité, une qualité acceptable de médiation par visioconférence. Et tout ce que je viens d'entendre de Bérangère est... Votre micro a été coupé, maître. On ne vous entend plus. Pardon, je disais que tout ce que je viens d'entendre de la part de Bérangère est parfaitement transposable aux procédures arbitrales. Effectivement, voilà, j'aurais pu dire exactement la même chose. Et j'ai un cas de figure récent où ce sont les parties elles-mêmes, alors qu'on leur proposait une audience virtuelle, vu que l'audience a été décalée déjà une première fois et sinon elle ne pourrait pas se tenir avant le mois de juin prochain parce qu'il y a un des arbitres qui est confiné à l'autre bout du monde. Et les parties d'un commun accord, alors que le tribunal arbitral avait donné sa préférence en disant, voilà,
compte tenu des délais, on propose ça, mais sauf si les parties sont d'un commun accord, souhaitent maintenir une audience bien plus tard et décalée. Mais là, les parties, compte tenu peut-être de leur sensibilité des enjeux, ont d'un commun accord préféré une audience physique, mais qui n'aura pas lieu avant le mois de juin prochain. Donc, Et j'ai fait le même constat en arbitrage. À mon grand regret, nous avions plusieurs audiences qui étaient fixées, des audiences qui étaient fixées pendant le confinement. Et dans tous les dossiers, sans exception, ils ont reporté au retour mai-juin. Et donc, j'ai pas eu la chance d'assister aux audiences arbitrales en visioconférence. Alors, du coup, c'est assez paradoxal parce qu'on se rend compte que finalement, là où en médiation, c'était acceptable en visioconférence, en arbitrage, ça l'était beaucoup moins. Il y en a eu tout de même un certain nombre. Après, effectivement, ça dépend des dossiers, ça dépend des parties, ça dépend des tribunaux arbitraux aussi. Mais c'est vrai que moi, les retours que j'ai eus, comme je le disais, ont été plutôt positifs. Même si, voilà, avec certains bémols sur la fatigue, sur l'humain qui est irremplaçable, sur le direct, la spontanéité. Mais voilà, par rapport à ces préoccupations, je dirais, de célérité, d'efficacité, finalement, en tout cas, on l'envisagera beaucoup plus à l'avenir que par le passé. Et je dirais principalement, vous disiez peut-être aussi, c'est des audiences qui sont uniquement de plaidoirie, des audiences où il y a des débats sur la compétence, parce qu'il n'y a pas de témoins. Pour moi, ça va être quasi systématique dans les hypothèses où les parties et où leurs avocats ne sont pas dans le même pays. Parce que sinon, effectivement, autant se voir en personne, c'est toujours mieux. Mais quand on peut éviter souvent le coût d'un déplacement pour une audience qui est limitée, signature d'acte de mission, pour une audience de gestion de la procédure, voire même des plaidoiries, mais circonscrites sur des points juridiques, là, effectivement, ça ne justifie pas forcément de se déplacer. Et puis, comme on le disait, c'est l'hybride qui va se développer. Ponctuellement, pour tel témoin, on peut s'adapter au lieu de refaire une audience parce qu'il n'a pas pu se déplacer, n'a pas pu être entendu. Là, pour le coup, effectivement, ça sera de plus en plus envisageable et ça va rentrer probablement un peu plus dans les mœurs. Merci beaucoup, Maître. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit d'un accord commun sur la médiation et l'arbitrage qui vont devenir hybrides. Est-ce que vous pensez je pose la question à vous deux, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une typologie des litiges, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des litiges qui vont se tourner naturellement vers ce mode virtuel et d'autres qui vont rester dans le mode plutôt présentiel? Bon, j'imagine que déjà, on a l'aspect international qui va bien évidemment jouer, mais par exemple, au niveau de la médiation, est-ce qu'il y a certains litiges qui sont plus enclins à aller vers cette version virtuelle? Et pareil, au niveau de l'arbitrage, vous avez parlé de la sensibilité de l'enjeu, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qui pourraient pousser justement à aller vers ce mode virtuel? Est-ce qu'on pourra établir dans un an, par exemple, peut-être une typologie de ces litiges? Alors aujourd'hui, là, effectivement, alors je me base sur mon intuition, mais sur des impressions, parce que je n'ai pas de statistiques en tête. J'ai pas l'impression qu'il y ait de typologie qui soit plus particulièrement, qu'on ait eu plus particulièrement encline à passer en médiation en visioconférence. En revanche, c'est certain que oui, la distance géographique, nationale ou internationale, ça c'est effectivement une évidence. Je me rends compte aussi au quotidien par rapport aux demandes qu'on peut avoir aussi en arbitrage que la visioconférence, enfin, ces modes hybrides peuvent aussi avoir un intérêt s'agissant du coût de la procédure, où là, effectivement, on se dit que les entreprises ont des demandes en ce sens, en disant est-ce que le fait d'avoir des procédures en visioconférence peut rendre un peu plus abordable la procédure arbitrale. Mais aujourd'hui, non, j'ai pas de typologie, mis à part ce que je vous disais tout à l'heure sur l'inexécution contractuelle, bien évidemment, rupture des relations commerciales, où là, effectivement, c'est une typologie qu'on va avoir et qui va être directement liée au Covid, mais sans
sans lien avec l'appétence ou non pour la visioconférence. Ouais, je suis d'accord. Pour l'arbitrage, je ne vois pas une typologie de litige particulière. Ce serait vraiment du post-M&A ou dans le domaine des infrastructures. Non, j'aurais tendance à dire qu'il y a l'aspect géographique qui va jouer. Plus il y a de la distance, plus on ira recours probablement à du virtuel, au moins ponctuellement. J'aurais tendance à dire que la complexité des dossiers, plus le dossier est compliqué, les gros dossiers de construction, on aura tendance à les faire plutôt en présentiel. J'aurais tendance à dire que plus les enjeux sont importants, plus ça justifiera peut-être du présentiel. Pas forcément, mais comme tendance. Et plus il y a des audiences qui vont être longues avec audition de témoins, plus ça justifiera du présentiel, avec bien entendu, encore une fois, des exceptions. Mais c'est plutôt sur la façon dont les procédures vont être conduites que là, je vois certaines tendances. Moins sur le type de litige, ouais. Oui, ou sur des étapes, effectivement. Je pense aussi bien en médiation qu'en arbitrage. Vous le disiez tout à l'heure, sur un arbitrage, sur une signature d'acte de mission, bon, il n'y a pas d'enjeu particulier, alors que sur certaines audiences, sur certaines auditions de témoins, c'est le cas. Pareil en médiation, il y a sur des médiations qui ont pu avoir lieu en visioconférence et sur certaines étapes un peu tendues où le médiateur sentait que les parties étaient plutôt en train de se cristalliser leurs différents ou de prendre une mauvaise voie, se dire ce serait peut-être bien de faire une réunion en présentiel pour essayer de débloquer, de contourner là l'obstacle qui est en train de se mettre sur notre chemin. Donc, ça va nécessairement effectivement changer la pratique, la pratique des médiateurs. Et ça me permet de rebondir sur la question qui est dans le chat sur est-ce qu'on va déployer des formations particulières pour nos médiateurs, nos arbitres, enfin les médiateurs, les arbitres en général, pour s'adapter à ce nouveau contexte. Alors, je l'ai dit, hein, nous, on l'a fait, on a jugé ça indispensable de proposer ça à nos médiateurs particulièrement, de leur proposer des simulations de médiation coachée en visioconférence. On a fait des interventions aussi de formation continue avec des médiateurs qui pour certains, notamment à l'international, ne pratiquent quasiment qu'en visioconférence. Donc, est-ce qu'on va, là aujourd'hui, ce sont des formations qui sont réservées à nos médiateurs et arbitres agréés. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on va élargir et qu'on va ouvrir au grand public? C'est possible. C'est possible en fonction de la manière dont évolue la demande. Mais là, on le voit aussi au quotidien, c'est-à-dire que tout simplement, on en parlait en introduction sur le concours qui est organisé par le CMAP. Est-ce qu'il pourra se faire en présentiel? Et dans tous les cas, on essaiera de le faire en distanciel. Mais on a le cas aussi pour nos propres formations, c'est-à-dire que eh bien, on a par exemple là sur une de nos formations, on a dû reporter une des journées parce que il y avait un cas de Covid parmi les participants. Et dans ces cas-là, on a proposé de reporter la journée, soit en présentiel, soit en visioconférence pour ceux qui le souhaitaient. Et donc, certaines des simulations se sont donc tenues en visioconférence, coachées par des médiateurs, des formateurs habitués à cette pratique. Donc, on le fait un peu indirectement aujourd'hui. Donc, est-ce qu'on va le généraliser? Je n'ai pas la réponse. Et Maître Ziadé, donc par rapport à l'arbitrage, est-ce que vous, en tant qu'avocat, pour reprendre la question du chat, il y a un développement des formations sur ce mode virtuel ou à distance des audiences? Je ne dirais pas qu'il y a à ce stade, en tout cas, un développement des formations, mais il y a un développement clairement des pratiques, des bonnes pratiques, en tout cas au sein des cabinets. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment ça fonctionne le mieux, etc. Et là, effectivement, on échange pas mal entre nous, entre confrères, y compris avec d'autres cabinets, pour voir comment on fait progresser les choses. Donc, clairement, de ce point de vue, alors, je n'ai pas encore vu de formations qui ont été mises en œuvre, mais peut-être, voilà, le CNAP est bien placé pour prendre le lead, mais voilà ce que j'ai à dire sur le sujet. Je vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions?
avant qu'on clôture ce webinaire? Bon, je ne vois pas d'autres questions. Alexis? Non? Non, mais je vous remercie beaucoup en tout cas de vos présentations qui étaient vraiment très claires. Et, et donc, je ne sais pas s'il y aura d'autres questions en attendant dans le chat, mais je pense que c'est bon. Oui. Puis on va s'en tenir à l'horaire qu'on avait Ouais, donné. pour pas vous, C'est parfait. on est ponctuel à la clinique, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, on vous remercie beaucoup. Alors, je remercie aussi les participants d'avoir participé à ce webinaire et d'avoir suivi tout le long. Mais je remercie surtout Madame Clady et Maître Ziadé d'avoir tenu ce webinaire et de nous avoir informés sur cette actualité qui est très importante, je pense, surtout du point de vue de notre pôle. Donc, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et encore merci pour votre présence et votre temps. Merci, À vous de excellente l'avoir. soirée à vous également. Merci de l'avoir organisé et merci aux participants. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Si vous avez un peu de temps encore pour une petite question, j'ai une question qui me suis venue juste maintenant. Mais désolée. Mais c'est Je juste la n'ose pas enlever le bouton de peur de couper, non, ça marche, ça va. Désolée. Ah. C'est la question un peu écologique sur le point de vue des réductions en fait, de réunions en présentiel qui est en train d'influer énormément sur les pratiques, notamment sur la diminution des voyages, la diminution des, comme vous disiez, du papier, etc. Et comment vous voyez cette évolution dans vos pratiques? Notamment, je sais qu'en arbitrage, c'est quand même extrêmement procédurier, notamment sur toutes les pièces à produire, etc. Donc, forcément, j'imagine que ça a un impact. Un impact significatif, je dirais, et positif et dans la bonne direction. Clairement, c'est là où je pense que certains clients, nous-mêmes, on sera beaucoup plus conscients à l'avenir pour certains déplacements, que ce soit pour participer à des conférences, pour des audiences de pure procédure, on les évitera, on convaincra le client que ce n'est pas nécessaire, ou le client nous le dira. En tant que tribunal arbitral, on l'évitera. Idem pour les pièces. Moi, je le disais jusqu'à très récemment, bon, c'est vrai que tout ce qui était courrier, je le faisais de manière électronique, mais je restais très attaché au papier, même si c'était les versions A5 plus réduites, recto verso pour limiter, mais c'était quand même du papier, le post-it, le stabilo, etc. Et c'est vrai que là, avec la période de confinement, on s'est adapté. Je travaille beaucoup plus de manière électronique, et c'est vrai que même là, je viens de terminer un acte de mission où clairement, je préside le tribunal arbitral, j'ai proposé à mes co-arbitres de se passer en fait des soumissions papier et de se réserver la possibilité de demander une version papier avant l'audience en tant que de besoin. Donc, comme ça, on garde une flexibilité. Compte tenu du dossier, si un des arbitres l'estime indispensable pour sa préparation, il pourra le demander. Mais l'approche par défaut, c'est qu'on reçoit tout et uniquement de manière électronique. Donc, avec des liens, avec des clés USB, et voilà. Et ça devrait bien fonctionner. Je voyais déjà des arbitres avec qui j'avais siégé ou devant qui j'avais plaidé qui le faisaient, mais c'était l'exception. Aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est la règle, mais voilà, le curseur est en train clairement de bouger et je rajoute dans la bonne direction du point de vue voilà, écologique et le reste. Et j'ajouterais simplement qu'effectivement, je vous rejoins en disant que le curseur avait effectivement commencé à bouger avec la dématérialisation. Et moi, j'ai vu le changement en quelques années par rapport au volume de pièces qu'on pouvait recevoir des parties. Il a drastiquement diminué. Les communications qui se font essentiellement par mail. Donc le changement était déjà engagé et il a été un peu plus bousculé encore. Peut-être qu'il est allé plus vite que ça ne l'aurait été, notamment au niveau des déplacements. Mais finalement, comme dit le proverbe, d'un mal, on en tire toujours un bien. Et oui, finalement. Exactement. Merci d'avoir répondu, du coup, in extremis. De justesse. C'est ça. Je pense que c'est bon. Bon, grand merci.